Monseigneur de Souza est d'abord un évêque, archevêque et grand citoyen de ce pays. D'abord comme archevêque coadjuteur et archevêque, Monseigneur de Souza s'est montré un pasteur exceptionnel, un pasteur hors pair et un pasteur dont les œuvres parlent d'elles-mêmes, qu'elles soient des œuvres caritatives, des œuvres sanitaires et des œuvres éducatives. Monseigneur de Souza était sur tous les fronts. Il était sur tous les chantiers. Monseigneur de Souza, c'est un pasteur de terrain. Il n'est pas un bureaucrate, il n'est pas un administratif. Il est sur le terrain, proche des fidèles, proche des prêtres. Et il avait une intelligence vive, une intelligence prospective et une intelligence d'espérance. Et donc, il est passé dans notre Église comme étant un baobab, comme étant un modèle, et un modèle dont la pérennité est incomparable. Et pour moi, Monseigneur de Souza, que j'ai côtoyé étant enfant, étant adolescent, c'est un saint qui est digne de vénération. Ensuite, Monseigneur de Souza, grand citoyen. Vous savez, un prêtre, un évêque est fondamentalement citoyen. On ne vit pas le sacerdoce en dehors de sa citoyenneté. Et j'ouvre une parenthèse ici pour montrer à quel point l'Église et les hommes d'Église sont des hommes politiques à part entière. En Amérique latine, le pape François a fait un travail monumental au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est pour vous dire qu'on ne dissocie pas la citoyenneté, le patriotisme du ministère presbytéral, du ministère épiscopal. Alors, Monseigneur de Souza s'est inscrit dans cette citoyenneté ecclésiastique. L'héritage aujourd'hui, il faut dire que je souhaite retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est la place de l'homme, sa valeur, sa mission, son bien-être, son mieux-être, sa sécurité et les droits de l'homme. Alors, ce premier palier a décliné tout au long des régimes. Et aujourd'hui, l'homme est relégué au dernier rang. Et j'aime le dire qu'aujourd'hui, l'homme ne fait que chanter la beauté des pierres. Il s'agit à ce niveau de tenir debout le but infrastructurel et le but de la promotion de l'homme. Et donc, la conférence nationale a voulu donner à l'homme sa liberté, sa dignité dans la vérité, dans la formation intégrale pour qu'il soit davantage homme, pour qu'il soit davantage humain. Le deuxième point, c'est que la conférence nationale qui nous donne la démocratie, nous donne la démocratie comme étant le cadre, l'espace et l'environnement favorable au développement. La démocratie n'est pas une panacée pour le développement,
La démocratie donne le cadre, donne l'espace et l'environnement. On l'a entendu, parfois on parle de dictature du développement. C'est un non-sens. Le développement, c'est le changement harmonieux du cœur de l'homme, c'est-à-dire du dedans vers le dehors. Et il change son milieu. Donc, le troisième niveau, c'est de, de travailler à la mémoire, de travailler à conserver cette histoire de la conférence nationale, travailler à communiquer cette histoire, enseigner cette histoire et à valoriser la démocratie. Si l'Afrique est à l'étape fondationnelle de la démocratie, donc à l'étape du balbutiement, et déjà, et en même temps condamne la démocratie, alors que il n'a pas, elle n'a pas fini, bon, du moins, l'Afrique n'a pas fini de fonder la démocratie, et elle condamne elle-même cette démocratie et se tourne vers d'autres réalités. euh, c'est un problème de formation. C'est un problème de formation des cœurs. C'est un problème de formation de l'esprit. La démocratie, c'est le système qui nous sécurise le plus.